en banlieue de Périgueux. C'est parti! Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance, un nouveau direct depuis Périgueux, depuis Marsac cette fois-ci. Alors une émission avec René Fornet de l'association Père, Enfant, Mère. Nous sommes en simultané en direct sur YouTube et surtout l'émission s'effectue depuis le parc des expositions de Marsac, de Périgueux, pour le salon de la moto. Nous profitons de notre présence du stand de RLP au salon de la moto pour faire ce direct et cette émission de Famille, Justice, Enfance. René, bonjour, comment vas-tu? Bonsoir, ma foi, ça va, je suis toujours en pleine forme, il n'y a pas de souci, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et j'ai délicat qui malheureusement n'avance pas beaucoup au niveau des institutions. Oui, alors René Fornet, pour cadrer un peu l'environnement, tu es dans une association à Grenoble qui s'appelle Père, Enfant, Mère depuis une grosse trentaine d'années. Nous, on s'est rencontrés en 2018 lors des manifestations d'équité parentale. À l'époque, nous manifestions pour l'égalité homme-femme dans la gestion de la famille et des divorces, des conflits familiaux. Tu étais d'ailleurs avec Pierre Besson, je me souviens à l'époque, mais maintenant, parce qu'en fait tu fais peu de bruit, mais tu as depuis longtemps, tu es quand même très connu, tu es très actif, mais en fait qui est René Fornet ? Ben moi, je suis arrivé à l'association Père, Enfant, Mère en 2000, pareil, suite à une affaire de divorce de 2018. Je suis venu à l'association pour y chercher de l'aide. Et malheureusement, je me suis rendu compte que j'avais plus d'aide à apporter aux autres que tous ces gens qui étaient dans la galère, quoi. On va dire que j'étais peut-être celui qui s'en tirait encore le mieux pour résister à tout ça, quoi. Parce ça fait beaucoup de désastres, quoi, et que ce soit les suicides et le reste, quoi. Déjà à l'époque, à 30 ans, c'était compliqué ? C'était 30 ans, bon, on va dire que ça fait 25 ans, quoi, parce que 2020, l'association existe depuis 34 ans, hein, elle a démarré en 92. Oui, okay. Mais moi, j'y suis arrivé en 2000, l'année 2000. D'accord. Voilà. Et donc, j'y suis arrivé suite à mon problème personnel, comme la plupart des gens. Bien sûr. Et bon, on va chercher de l'aide, et puis on met les pieds dans une association, on écoute les uns, on écoute les autres, on voit ce qui se passe. On fait du réseau, on ne reste pas tout seul. C'est important, ça, c'est très important, de ne pas rester tout seul et de faire du réseau. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Surtout dans ce genre d'association, ça permet déjà de constater qu'on n'est pas un cas exceptionnel, parce que la plupart du temps, les gens qui arrivent dans ce type d'association s'imaginent qu'ils ont le cas rare, extraordinaire, alors que en fait, c'est très, très répandu en France, quoi. Et je veux dire, aujourd'hui, la moyenne d'un couple, c'est 5 ans, voilà, malheureusement. Et la moyenne des enfants qui voient leurs parents se séparer, c'est 8 ans. Vous voyez, donc aujourd'hui, pratiquement, tous les enfants sont concernés. Quoi. Ouais, nous sommes... C'est quand la moyenne donne... Oui. Oui, nous avons un petit délai, pardon aux auditeurs, c'est la connexion Internet qui fait qu'il y a quelques secondes de décalage. On se coupe la parole, mais c'est pas volontaire. Voilà, c'est à cause du délai Internet. Je dis oui, nous sommes une société de recomposition et ça se voit, les gens se marient, se séparent et donc forcément il y a des familles recomposées. Voilà, il y a de la recomposition. Voilà. Bon, après, il faut comprendre que c'est aussi un peu une évolution de société. Et une évolution qui n'est pas forcément dans le bon sens. Parce que, bon, dans des histoires comme ça, on voit que les parents trinquent, les enfants trinquent, la famille qui entoure, en général, souvent, une partie de la famille ne voit plus l'enfant. Il y a les histoires derrière de placement parce que, il y a souvent des accusations d'un côté, des accusations de l'autre, il y a l'exploitation des avocats des conflits. Donc il y a tout ça derrière. Et il y a des institutions qui aujourd'hui ont du mal à régler ce genre de problème et ne veulent pas vraiment les régler parce qu'il y a des lobbies, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les circuits.
Enfin, il y a tout ça derrière. Oui, ouais, tout à fait. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ça, vu que toi, c'était il y a il y a plusieurs dizaines d'années, vu que tu es au contact de nouveaux dossiers, de nouvelles histoires, est-ce que c'était déjà aussi compliqué il y a 20-25 ans? Est-ce que c'est moins compliqué aujourd'hui? Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Enfin, qu'est-ce que tu as observé, toi? Alors, les évolutions, moi j'étais à l'association déjà depuis 2000. En 2002, il y a eu la loi sur la résidence alternée. Oui, Ségolène Royal, Mars 2002. Mars 2002, tout à fait. Ouais. Voilà, donc là on s'est dit super, ça va régler plein de problèmes. Et bon, moi j'étais déjà depuis 2 ans dans l'association. Évidemment, tous ceux qui avaient participé avant moi à ce genre de choses, on s'est imaginé que ça allait révolutionner la situation familiale. Parce que bon, on savait qu'il y avait d'autres pays, comme la Suède, où ils ont 35% de résidences alternées. La France, c'était à 12%. Oui. Bon, mais le problème, c'est qu'on s'est vite rendu compte que malheureusement, les institutions, cette loi n'était quasiment pas appliquée. Donc on a vu l'évolution cette loi a été contournée progressivement. Alors les premiers contournements, ça a été que les juges, on va dire les juges et les avocats, parce que mais les juges disaient en raison du conflit parental, la résidence alternée n'est pas possible. Donc, nous, on était étonnés petit à petit, et en aidant les gens, en leur expliquant la loi, etc., à force, il y en a qui ont fait des recours. Alors, ça a pris, comme tout, quand les gens ils vont en appel, puis cassation, ça a pris 5-6 ans facilement, pour que la Cour de cassation, à un moment donné, se prononce et dise que le motif de mésentente entre les parents ne peut pas être un motif pour refuser la résidence alternée. Donc, à partir de là, on s'est dit, c'est un pas en avant, on a gagné encore pour que la loi s'applique. Malheureusement, on a constaté qu'il y avait encore des contournements. Et le contournement qui est venu derrière, on l'a vu venir par les avocats. C'est-à-dire que comme nous, on reçoit régulièrement des personnes, donc à un moment donné, on voit les conclusions d'un avocat. Donc on leur dit, mais tu fais résidence alternée, tu demandes, et on voit les conclusions de l'avocat qui met première option, deuxième option, troisième option. Oui. On ne comprend pas trop, quoi. Puis après, on voit que tous les avocats font pareil. À titre subsidiaire, donc ils font leur échelonnement pour éviter, parce que moi on m'a expliqué, ça s'est arrivé aussi, moi j'ai géré ça, les avocats m'ont dit, c'est parce que si jamais il y a un refus par rapport à ce qu'on demande, ils vont refuser ce qu'on demande et ils vont donner tout ce qu'il y a à l'autre. Donc on fait quelque chose de dégressif pour pouvoir, si jamais ils refusent la situation idéale que l'on demande, qu'on en ait au moins une partielle. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Voilà, alors cette astuce, oui tout à fait, moi j'avais compris aussi, mais cette astuce en fait c'était pour pas mettre en difficulté. C'est pour pas mettre en difficulté les magistrats, parce que si vous demandiez que résidence alternée, ils étaient obligés de motiver pourquoi ils ne vous la donnaient pas. Vous comprenez? Et donc en mettant 3 options, vous ne pouviez plus aller en cassation. Parce que vous allez devant la Cour de cassation répond, vous avez demandé 3 possibilités, vous avez une des 3, monsieur, vous êtes content, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Eh bien oui. Et l'astuce, ça a été ça. Et malheureusement, ça continue aujourd'hui, quoi. Parce que les avocats disent ce qu'ils vous ont dit à vous, quoi. C'est pour pas que le juge se retrouve avec un jugement cassé. D'accord. Parce que le juge, et quand vous demandez la résidence alternée, que vous expliquez aux gens quelles sont les conditions pour avoir la résidence alternée, proximité de domicile, capacité d'accueil de l'enfant, le logement, etc., des attestations de moralité de votre entourage, pour être sûr qu'on ne dise pas que vous ne taillez pas un costume sur mesure en disant que vous êtes un délinquant, que vous êtes incapable, enfin bref. Donc quand vous avez réuni tout ça, vous avez les conditions, donc au juge, vous faites vos conclusions et vous dites au juge, je demande la résidence alternée. Donc à un moment donné, le juge, là, il n'a plus d'argument pour vous la refuser. Donc il se retrouve coincé. Et donc pour éviter que les juges soient coincés, les avocats mettaient 3 options. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale et on est obligé de constater qu'il y a des magistrats qui, par décision personnelle, refusent d'appliquer certaines lois.
On le voit dans divers domaines, mais par rapport à la loi de 2002, par rapport à la résidence alternée, c'est vraiment flagrant, à tel point que toutes les tentatives de PPL auxquelles on a pu participer ou qu'on a pu médiatiser depuis sont toutes faites dans une logique d'être le moins interprétable possible afin d'éviter que on continue de donner, on va le dire, majoritairement créer des familles monoparentales féminines, donc donner l'enfant à la mère avec un papa popcorn qui verra ses enfants 4 jours par mois. Ce qui est quand même ce qui se passe massivement lorsqu'on va demander, en cas de désaccord, ce sont les décisions qui sont prises massivement par l'institution. Voilà. Alors, ça, c'était vrai à une certaine époque, parce qu'on pensait que, faut comprendre que la magistrature, c'est pas très équitable, parce que la magistrature, c'est plus de 80% de femmes. Oui, c'est très féminin comme milieu. Bon, en général, et voilà. Donc, le problème, c'est que on revendique dans nos institutions la parité, et puis là, la parité n'y est pas du tout, quoi. Donc, évidemment, un système qui fonctionne comme ça, la tendance, c'est donner raison aux femmes. Mais malheureusement, j'ai aussi beaucoup de cas où quand c'est le bon, tout passe. C'est-à-dire, c'est lui qui récupère les gosses et la femme, elle est marginalisée, quoi. Alors attends, ça s'appelle du trafic d'influence. Il y a eu une petite coupure. Tu as aussi beaucoup de cas lorsque c'est l'homme qui, et après ça a coupé. Redis-nous. C'est l'homme qui a des relations. D'accord, ouais. Oui. On va dire, par exemple, services sociaux, un greffier qu'on connaît, un commissaire de police qu'on connaît. Enfin, et donc, dans les cas comme ça, c'est la femme qui dérouille et qui ne voit plus ses gosses. Oui, on l'a vu. On l'a vu nous aussi. On pense ça notamment... s'appelle... oui. Voilà, ça s'appelle du trafic d'influence, vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, c'est ce qui se passe, quoi. Oui. Et quand on voit les dossiers, nous, on se dit, oui, parce que moi j'ai un peu l'habitude, c'est-à-dire que je questionne les personnes, je leur dis dans votre entourage, il y a qui? Parce que quand je vois que c'est une femme qui n'a pas ses enfants, on soupçonne tout de suite qu'il y a un problème, quoi. Bon, du côté du père, c'est peut-être plus, on va dire, un problème d'équité par rapport à la féminisation de la justice. Mais du côté des mères, on comprend tout de suite que c'est un problème de relation qui a de l'influence, on va dire, des choses comme ça. Alors ça, c'est aussi une grande découverte qu'on fait lorsqu'on divorce, lorsqu'on s'en sépare, disons lorsqu'on est parent, qu'on se sépare. C'est qu'effectivement, on s'attend à quelque chose de mécanique, de mathématique, d'application du droit, avec des règles compréhensibles à l'avance, avec une logique, et on tombe sur des choses qui sont soumises à l'environnement, aux avis personnels, au relationnel si quelqu'un est notable du coin, s'il appartient parfois à des réseaux tout simplement, parce qu'ils se connaissent. On est quand même très en dehors de l'application... voilà tout ce que je viens de dire là, accessible, compréhensible et rigoureuse. Et puis surtout que lorsque quelque chose se passe à un endroit, ce n'est pas non plus de manière identique à ce qui se serait passé lorsque c'est à un autre endroit. Ce sont aussi des choses qui surprennent beaucoup lorsqu'on arrive dans ce milieu-là. C'est ça. Et malheureusement, ces problèmes de différence de fonctionnement de la justice, lobbies puissants qui sont les avocats, qui eux ont tout intérêt à envenimer les conflits, et que souvent on se rend compte, moi avec mon expérience, c'est-à-dire que quand c'est des personnes souvent qui sont deux, avec des très petits revenus, on va dire SMIC, ou même plus en difficulté, ces gens-là, ça n'intéresse pas les avocats, et eux, ils obtiennent la résidence alternée, il n'y a pas de problème, quoi. Alors que d'autres, dès qu'on sent qu'il y a, on va dire qu'il y a des revenus dans la famille, tant d'un côté que de l'autre, là, c'est comme par hasard, on va donner raison un coup à l'un, un coup à l'autre, et l'enfant, c'est la balle de ping-pong, au gré des années, quoi. C'est-à-dire, pendant 2 ans, c'est le père, après 2 ans après, c'est la mère. On retrouve des situations comme ça, et chaque fois, ça paye d'un côté, ça paye de l'autre, il y a des appels. Enfin, on se rend compte que c'est devenu un véritable business dans le milieu des avocats. Et il n'y a aucune raison à ça. La seule raison, c'est et malheureusement, parfois, ça finit mal, parce qu'il y a des personnes
ça finit des fois en suicide, ça finit, voilà, il y en a qui les enfants, enfin, quand les gens ils sont désespérés, ils sont prêts à tout, quoi. Mais ça, on le dit très souvent ici, mal se séparer, c'est prendre le risque de perdre tous ses biens, ses propriétés, ses maisons, ses appartements, ses comptes bancaires. On se fait siphonner son argent, ça c'est quand même un classique. Tiens d'ailleurs, toi qui essaie d'aider, qui regarde cet environnement depuis un certain temps, est-ce que les prix ont augmenté? Est-ce que c'était aussi cher il y a 20 ans ou est-ce que, parce qu'on arrive, on va le dire, hein, une audience au JAF, c'est entre 1000 et 2000 balles. Sauf si tu es à l'AJ, et pour être à l'AJ, il ne faut plus avoir d'économie, il ne faut plus avoir de biens. Donc en fait, c'est 1000-2000 balles par audience. Il y en a, quand ça s'envenime, il y en a plusieurs par an. C'était aussi cher à l'époque que ça? Alors, le aussi cher, donc déjà, je vais vous dire que devant le JAF, si vous n'êtes pas marié, normalement, l'avocat n'est pas obligatoire. C'est vrai. Donc, on est très mal reçu. Il faut quand même dire que si on vient sans avocat, on est très mal reçu et ils n'aiment pas. Parce que moi, j'essaie de le faire parce que j'ai plus de sous. Et que ce soit différentes institutions, les grèves vous disent vous avez fait le choix de venir sans avocat et puis ça se passe beaucoup moins bien quand même. Hein. On va le dire. Et voilà, parce que l'avocat, en fait, il sert de filtre pour la magistrature, et pour eux, c'est bien pratique d'avoir un avocat, et comme ça, ils contrôlent tout, quoi, parce que l'avocat, en général, il est bien dans les petits souliers, on va dire, des magistrats, et donc il va sûrement pas trop faire de vagues. Alors que quelqu'un qui est pas content, ben, il va l'exprimer, quoi, malheureusement, hein, c'est comme ça. Bon, après, c'est vous dire ça coûte plus cher ou moins cher. Moi, je veux dire aujourd'hui, ça coûte plus cher parce qu'ils ont réussi. Ça doit être janvier 2017. Avant, ne serait-ce que pas. C'est pareil, c'est un militantisme. Divorce pas consentement mutuel. On disait mais il n'y a pas besoin de passer par la justice. Les deux sont d'accord. Donc ça a bataillé quelques années. Là aussi, quoi. Hein. On s'est dit bon, ben, on va arriver à quelque chose. Au moins sortir les gens qui sont d'accord des tribunaux. Quoi. Parce que ils ont réussi à faire fort. Je crois que ça doit être janvier 2017, ils ont réussi à imposer aux familles 2 avocats au lieu d'1. C'est-à-dire avant, pour divorcer, quand vous étiez d'accord, vous aviez un seul avocat, et bien ces gens-là, ils ont réussi au Parlement à faire passer la loi. Voilà. Donc c'était une bataille à un moment donné entre les pour savoir qui allait ramasser le gâteau, quoi, du divorce par consentement mutuel. Et c'est les avocats qui ont gagné en gros. Et donc maintenant, mais quand vous avez 2 avocats, même avec un divorce par consentement mutuel, que vous êtes soi-disant d'accord pour ne passer plus devant les tribunaux, les 2 avocats vont se débrouiller pour arriver à manipuler l'un des 2 pour qu'ils ne soient plus d'accord. Oui. Donc au final, l'histoire, vous payez. Voilà. J'ai des cas où ils étaient d'accord, ils s'étaient entendus sur tout, et puis les avocats ont commencé à les monter les uns contre les autres, et ils ont dépensé des dizaines de milliers d'euros, alors qu'au départ, ils étaient d'accord. Voilà. Ils étaient d'accord entre eux. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est pour vous dire que, vous voyez, chaque fois qu'on a un truc, on se dit on va améliorer la situation, ben non, chaque fois ils arrivent à contourner le système. C'est pour ça que moi, il y a longtemps que je dis il faut changer ce système complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut sortir toutes ces affaires de la justice. Ouais, il faut déjudiciariser. Et pour ça, il faut arriver à faire, par exemple, un service civil obligatoire. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, bon, j'ai fait déjà une lettre au ministre de la Justice pour expliquer tout ça, hein, mais bon, qui ne m'a pas répondu d'ailleurs, bon, parce que je l'ai connu au début de mon affaire. Hein. Et donc, aujourd'hui, un service civil obligatoire, on a tout ce qu'il faut dans les mairies. On marie les gens, on a des jurés qu'on sait comment les désigner. Donc, il suffit que les gens ne soient pas de la même ville, qu'on les désigne d'une ville d'à côté. Ça serait, comme moi je dis, il suffit de choisir par exemple les gens de plus de 50 ans, qui ont forcément... Aujourd'hui, il y en a quasiment la moitié qui sont au chômage. Hein. Donc bon, donc des gens disponibles à plus de 50 ans, ça ne manque pas. Et qui ont l'expérience, on va dire, ne serait-ce que dans leur entourage, pourvu qu'ils sachent lire et écrire, et qu'il y ait un juriste à la mairie qui soit là pour aiguiller en gros les personnes. Vous voyez, si vous aviez un couple qui arrive devant des personnes sans avocat, parce que ça c'est le b.a.-ba du début, je suis sûr qu'on arriverait à régler comme ça 90% des affaires qui n'iraient plus devant les tribunaux. Oui, tout à fait. En forçant de passer par une étape de proposition de conciliation avant d'aller au tribunal, déjà on filtre énormément, en automatisant ce qu'on peut automatiser. Et puis,
Je voudrais aussi élargir le débat parce que toi, tu es là depuis plus longtemps que moi. Moi, je suis arrivé en 2017-2018. Par contre, j'ai quand même vu une évolution très forte. C'est ce problème des placements et de l'ASE qui est de plus en plus prégnant, de plus en plus présent aussi. Au départ, si tu veux, les gens qui venaient me voir disaient j'arrive pas à voir mes enfants, je sais pas où ils sont, etc. Bon, je les vois pas assez, j'ai des problèmes de pension alimentaire, d'accord, c'était assez classique. Mais alors maintenant, c'est un carnage parce que quand les parents se fâchent et se disputent, eh bien, les enfants, ils partent carrément aux services sociaux. Voilà, alors ça c'est un phénomène qui n'est pas vraiment nouveau, sauf qu'avant il n'y avait pas Internet. Il s'est accentué peut-être, non ? On le voyait moins, c'est ça ? Je pense qu'on le voyait moins. C'est-à-dire que les gens, ils étaient isolés. Moi, j'entendais pareil, la même chose. Et petit à petit, on a cerné un peu les profils de ce qui se passait. Hein. C'est bon, par exemple, quand il y a un des deux parents qui travaille à l'étranger, on va dire par exemple, moi je suis à Grenoble, vous voyez, il y en a un qui travaille en Suisse. Il y a des accusations d'un côté et de l'autre. Ils ont peur que l'enfant parte à l'étranger. Hop, on place. Voilà, c'est un peu la méthode facile. Il y a des gens qui veulent faire éducation à la maison, toutes les précautions, etc. C'est relativement mal vu. Donc il va y avoir des accusations ou d'un côté ou de l'autre, ou même des fois quand les parents ils sont en couple. Donc on place les enfants. Vous voyez, parce qu'on estime que l'éducation des parents peut être pas tout à fait conforme à l'éducation nationale. Enfin bref. Vous voyez, il y a des tas de raisons comme ça. Bon, il suffit que dans les couples, il y ait des accusations d'un côté et des accusations de l'autre, et la justice, ça le place. Vous voyez, j'ai eu un appel cet après-midi. Hein. Donc évidemment, quand une fille elle a 16 ans, vous voyez, la personne voulait me demander est-ce que je vais en justice ou est-ce que j'y vais pas. Alors j'ai dit, à 16 ans, vous savez, c'est un peu risqué d'y aller, ça vous servira pas à grand-chose. Ils vont faire durer parce que la fille est partie chez le père, hein, alors que la mère avait la garde. C'est bon. Alors j'ai dit, malgré la situation qui peut y avoir. À 16 ans, c'est elle qui décide, hein, si elle y va. Les gendarmes ils réagiront pas. À 16 ans, elle fait sa loi, de toute façon. Hein. Alors, le problème, c'est que j'ai vu, parce qu'on parle de placement, j'ai vu que malgré que des personnes fassent pression, etc., et que, par exemple, en allant chez l'autre parent, avec des accusations, on va dire, un peu catastrophiques, qu'est-ce qu'ils ont fait ? La personne ne veut plus aller chez l'autre parent, c'est catastrophique à la volée, un foyer. Vous voyez ? Oui. Donc la situation devient pire, parce que quand on sait ce qui se passe en foyer, absolument. Voilà, quand on sait que aujourd'hui, parce qu'avant on ne savait pas trop, mais aujourd'hui on sait, les foyers ils n'arrivent plus à maîtriser ce qui se passe. Il y a la drogue qui circule, il y a la prostitution, il y a les gosses qui font le mur, qui se cassent le bras, bref. On en a parlé, il y a la commission Santiago qui est sur le site du Sénat, et effectivement la situation n'est pas enviable et il n'y a aucun intérêt à y envoyer les enfants. Ça c'est clair et net. Si c'est pas vraiment indispensable, il vaut mieux pas y aller. Ça c'est clair. C'est ça. Donc aujourd'hui, évidemment, quand on sait les conflits entre les parents, on essaie de les mettre en garde de ce qui risque de se passer, parce que malheureusement, j'ai vu ça assez régulièrement. J'ai eu une affaire qui était relativement ancienne, même ici à Grenoble, à 15 ans et demi, vous voyez, entre Versailles et Grenoble. Le gosse, il est allé rejoindre son père là-bas à Menton, et parce que c'était le portrait craché de son père, un artiste, etc. Pas apprécié, les flics ont débarqué à Menton là-bas, ont récupéré le gosse, il s'est retrouvé un foyer à Grenoble, à 15 ans et demi. Voilà, et puis derrière, le père, il s'est retrouvé en prison parce que soi-disant, il avait enlevé le gamin, alors que le gamin, il avait fugué de chez la mère, simplement. Alors, on a aussi l'impression, effectivement, que ce ne sont plus nos enfants. Par exemple, là, il y a quand même quelqu'un qui a l'autorité parentale, tu vois, l'enfant, il a 15 ans et demi, il aura 15 ans et demi, j'étais persuadé que les policiers n'avaient pas le droit de le toucher. Il fait une fugue, il va chez son père et en fait le père est puni, le fils est puni, mais en fait à 15 ans et demi c'est son fils, c'est son enfant, il faut le laisser tranquille. Là, pourquoi on intervient à ce point quand même dans la vie des gens ? On intervient à ce point parce que la justice n'apprécie pas qu'on ait contourné une de leurs décisions. Et
Alors cette décision, elle a beau être absurde, c'est du moment que la justice a dit, ben, et puis derrière il y a une exploitation, il y a les avocats qui vont profiter des procédures. Bien sûr, mais voilà, les parents ensemble, je veux dire, normalement les liens parentaux sont plus forts que l'avis du juge. Hein, je suis désolé, s'il n'y a pas de danger avéré, tu vois, c'est nos enfants, c'est pas les leurs. Hein. Oui, mais c'est sûr, mais malheureusement, on voit les situations comme ça. D'accord. Et bon, il faut savoir aussi que le budget des placements, c'était chiffre Didier Migaud qui était à la Cour des comptes, qui à un moment donné a publié que c'était pas normal qu'on dépense 9 000 € par mois en moyenne et par enfant placé. Vous vous rendez compte la manne que tous ces gens-là se partagent, quoi. Bien sûr. Alors que si on aidait les familles, avec 9 milliards d'euros par an, si on aidait les familles, il y aurait beaucoup moins d'enfants placés qui iraient mal. Voilà, vous voyez, quand vous parlez de 9 000 € en moyenne par mois et par enfant placé, ça parle aux gens. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire avec 9 000 €? Ouais. Moi, j'ai vu des familles où dans le jugement, on avait enlevé les gosses parce que l'appartement était sommairement meublé. Ah oui. Vous voyez le motif? Absolument. Vous voyez, il y a eu une enquête sociale, l'appartement sommairement meublé, les 3 gosses placés. Vous voyez, avec 9 000 € par mois, vous vous rendez compte, on a de quoi meubler un appartement tout de suite, quoi. Absolument. Voilà. Là, on a un très gros problème avec les départements et autres. Ça vient depuis qu'on a arrêté ce ministère des Affaires sociales, qu'on a délégué au département. On en parle souvent ici. Mais il y a 20 ans, c'était aussi terrible qu'aujourd'hui? Ou ça s'est dégradé, ça aussi? Alors, je pense que ça se savait pas. Je pense que c'est un peu le fait que les associations militent, qu'on arrive, il y a des publications, il y a les enfants qui parlent sur les médias, vous voyez, il y a eu le procès de Châteauroux à un moment donné. C'est des parents qui étaient anciens enfants placés qui sont intervenus. Moi, vous voyez, la première affaire que j'ai publiée là-dessus, c'était 2010. C'était Jean-Luc Laporte, qui est sur les réseaux sociaux, qui est public. Voilà, c'est 3 enfants placés à l'As des Landes, et le gars, il s'aperçoit que ces enfants, il y a tout ça parce qu'il y a une loi Sarkozy à un moment donné. Hein. Moi, j'ai publié intégralement l'affaire parce qu'il me l'a autorisé. Hein. Bon, il a médiatisé. Il y a une loi Sarkozy qui dit à un moment donné que la Sécu doit fournir les relevés des dépenses concernant les enfants, même si c'est le tiers payant. Donc, quand ces gens-là ont reçu le montant que la Sécu payait pour ces enfants, vous voyez, c'était 2010. Voyez, et qu'en plus ces enfants, ils étaient déclarés à la Sécu, certains des enfants handicapés. Aujourd'hui, ces enfants, ils sont insérés dans la vie, ils ont des petits-enfants. Vous voyez, les parents étaient en couple, hein, ce n'est même pas une affaire de séparation. C'est que le gars, à un moment donné, il s'est retrouvé au chômage, difficulté, signalement, et comme dans les cas comme ça, un problème passager, puis on enlève les 3 enfants à la famille, puis les enfants, ils les récupèrent à 18 ans. Okay. Voilà. Donc ce gars-là, quand il s'est aperçu que... Voilà. Ok. René Forné de Père Enfant Mère. Ça pourrait durer très longtemps, mais on est en fin d'émission. Comment est-ce qu'on peut te joindre? Comment est-ce qu'on vous joint? Alors on nous joint avec le site de l'association où il y a les coordonnées d'une personne qui fait l'accueil, qui est Patricia. Il y a un mail qui est Pierre Besson qui le relève. Et moi, en général, il y a ceux qui me connaissent qui des fois m'appellent directement, ou Patricia, suivant le cas, me les oriente vers moi pour que je leur explique qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça. Très bien. Voilà. Après, on est aussi d'autres personnes dans l'association vers qui on aiguille suivant les lieux. Enfin, voilà. Ah ouais, il y a un réseau Père-Enfant-Mère, il y a un écosystème Père-Enfant-Mère. On dit bonjour à Christelle, on dit bonjour à tout le monde. René, merci à tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP. Au revoir à Radio tous. Libre en Périgord. Famille, justice, enfance.